épuisé après la fin de la guerre, le Vietnam est devenu une destination d'investissement attractive et un maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La visite des sites historiques et des musées d'histoire permet aux visiteurs internationaux de mieux comprendre l'histoire glorieuse du peuple vietnamien. Rencontre avec le réalisateur suédois Bo Oliang, auteur du film documentaire sur le jour de la réunification du Vietnam à Stockholm en 1975. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général Tô Lâm vient de signer et de publier la résolution du Politburo sur l'innovation dans l'élaboration et l'application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère. Dans cette résolution, le Politburo exige d'assurer la direction globale et directe du parti dans le travail d'élaboration et d'application des lois, de renforcer le contrôle du pouvoir, de prévenir et lutter contre la corruption, le gaspillage, la négativité, les intérêts de groupes et les intérêts locaux. La résolution exige également de promouvoir le rôle de supervision et de critique sociale du Front de la patrie du Vietnam, ainsi que la participation large et substantielle des citoyens, des organisations et des entreprises à l'élaboration et à l'application des lois. Le secrétaire général Tô Lâm effectuera une tournée diplomatique au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Russie et en Biélorussie du 5 au 12 mai. Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui que Tô Lâm sera accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau. La visite débutera au Kazakhstan avant de se poursuivre en Azerbaïdjan et en Russie, où il participera aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Enfin, le dirigeant Tô Lâm conclura son voyage en Biélorussie. La cérémonie commémorative des morts pour la patrie a eu lieu sur le quai historique numéro 914 dans le district insulaire de Con Dao. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Trần Quang Phương, y était présent. Les délégués ont observé 1 minute de silence pour commémorer les grandes contributions, exprimer leur gratitude envers les héros et les martyrs qui ont sacrifié leur vie dans la lutte pour la libération nationale. Au cours des 113 années d'existence de la prison de Con Dao, plus de 20 000 soldats révolutionnaires et patriotes se sont sacrifiés dans cet enfer sur terre. Le nom pied 914 a été donné par les prisonniers pour commémorer ceux qui sont morts pour la construction de ce quai. Sorti de la guerre, le Vietnam unifié n'avait presque plus d'économie. Ses infrastructures étaient épuisées. Mais 50 ans plus tard, l'économie vietnamienne s'est fortement développée. En 2024, le PIB par habitant a atteint 4 700 $, soit près de 60 fois plus que les années suivant la réunification. D'une économie fermée, le Vietnam est devenu une destination attractive pour les investisseurs internationaux et un maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Un demi-siècle n'est pas un long voyage, mais c'est un témoignage vivant du courage et de l'aspiration d'une nation. Au début des années 2000, à la compagnie de vélos Thống Nhất, la fabrication de jantes était entièrement manuelle. Il fallait 40 minutes pour terminer un produit. Aujourd'hui, il n'y a plus le bruit des pinces et des marteaux comme avant. La chaîne de fabrication est automatique. Chaque jante est faite en un peu plus de 40 secondes. Il ne s'agit pas simplement de changement en termes de technique, mais d'un symbole du développement durable d'une entreprise vietnamienne. Au niveau macroéconomique, seulement 3 mois après la réunification du pays, des décisions visionnaires et stratégiques du Politburo et de l'Assemblée nationale ont ouvert la porte à une industrie d'exploitation et du pétrole et du gaz sur le plateau continental sud du pays. Les exportations de pétrole brut ont apporté les premières devises étrangères au budget d'État. La découverte et l'exploitation réussie de grands gisements de pétrole et de gaz ont également créé une dynamique de croissance, contribuant à faire de la région économique du Sud la locomotive économique de tout le pays.
Durant un demi-siècle de paix, nous avons inlassablement mis en œuvre la politique du parti et du gouvernement pour faire du Vietnam un pays producteur et exportateur de pétrole dans le monde. L'exploitation pétrolière a contribué à assurer la sécurité économique, énergétique, alimentaire et de la défense nationale. L'économie du Sud a été une partie indispensable de l'économie vietnamienne. Elle continuera de contribuer de manière importante à l'économie vietnamienne avec les objectifs de croissance à 2 chiffres. Entrant dans une nouvelle étape de développement, le Vietnam a besoin de politiques adaptées au contexte d'intégration profonde et de concurrence mondiale. Cela nécessite une innovation institutionnelle forte pour renforcer la force interne, élargir la coopération internationale et réaliser une percée dans la nouvelle ère. Comme l'a dit le secrétaire général Tô Lâm, nous devons continuer à innover dans les institutions nationales, c'est-à-dire réformer les procédures administratives comme étant une compétitivité nationale, perfectionner le cadre juridique et développer l'économie privée. Avec une grande détermination politique, le Vietnam est confiant d'entrer dans une nouvelle ère de forte croissance et d'intégration profonde et d'affirmer sa position sur la carte mondiale. Les 3 moteurs économiques traditionnels, à savoir les investissements, les exportations et la consommation, sont désormais renforcés par la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Le gouvernement et le Premier ministre insistent sur l'importance de développer à la fois les facteurs de croissance traditionnels et nouveaux. Cette double approche permettra de maintenir la progression continue et de consolider la dynamique du premier trimestre, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de croissance économique de cette année. Au premier trimestre, cette usine de composants technologiques DI a enregistré un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à l'objectif prévu. Après avoir démarré avec 4 sites, l'entreprise prévoit désormais de doubler sa capacité de production grâce à son expansion. Nous avons fixé notre objectif de chiffre d'affaires à 1,2 milliard de dollars. Afin de préparer notre plan d'expansion, nous avons acquis un terrain de 240 000 m² à Annam pour y construire de nouvelles usines en août. Avec une croissance économique au premier trimestre classée parmi les 10 premières du pays, la province de Annam vise un objectif de croissance annuelle de 10,5%. Au deuxième trimestre, la province se concentrera sur l'accélération des investissements publics, la promotion de la croissance du secteur privé, l'attraction des investissements directs étrangers et le développement de ressources humaines de haute qualité. Nous souhaitons renforcer la collaboration entre la province, les établissements d'enseignement et les entreprises. Cela stimulera la productivité du travail, réduira les coûts et renforcera la compétitivité de la région. La province de Pho To, quant à elle, maintient sa forte performance industrielle, avec une production en hausse de plus de 40% au cours des premiers mois de l'année. La province soutient activement les grands projets d'investissement direct étrangers dans divers secteurs, notamment les composants électroniques, les briques, le carrelage et l'ameublement. Nous disposons de terrains disponibles, de parcs industriels bien développés dotés d'infrastructures solides et d'un mécanisme politique ouvert pour attirer les investisseurs. Malgré une croissance positive au premier trimestre, le contexte mondial reste imprévisible. Pour maintenir cette dynamique, les localités doivent optimiser leurs ressources tout en améliorant leurs mécanismes politiques et en simplifiant leurs procédures commerciales. Ces mesures contribueront à atteindre l'objectif national de croissance de 8% ou plus pour cette année, ouvrant la voie à une croissance à 2 chiffres dans les années à venir. Sous le thème Unité et inclusion pour la dignité humaine, perspective bouddhiste pour la paix mondiale et le développement durable, la grande fête du Vesak 2025 se tiendra du 6 au 8 mai à Ho Chi Minh Ville. L'événement devrait attirer plus de 2700 participants, dont environ 1250 délégués internationaux, venus de 85 pays et territoires, parmi lesquels des dignitaires, des fidèles et des érudits bouddhistes. Lors d'une récente conférence de presse, le vénérable Thích Gia Quang, vice-président du conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam, a déclaré que le Vesak 2025 visait à promouvoir l'image du Vietnam comme nation pacifique, hospitalière, unie et harmonieuse. Cet événement témoigne également de la politique constante du parti et de l'État vietnamien en matière de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion.
Notre journal continue avec le condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le 30 avril, Ho Chi Minh Ville vibre au rythme des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam. Une cérémonie solennelle ainsi qu'un grand défilé militaire et civil ont marqué cette journée historique. Plus de 13 000 personnes ont participé au défilé, représentant les forces armées, la police, les milices et divers secteurs de la population, démontrant une fierté nationale et affirmant les réalisations de 50 ans de réunification. Plus de 600 journalistes de 106 agences de presse nationales et 169 correspondants de 58 agences de presse étrangères ont couvert l'événement. Lors de la cérémonie, le secrétaire général du PCV Tolum a remis le titre de héros du travail au comité du parti, au gouvernement et au peuple de Ho Chi Minh Ville. Le 30 avril, le secrétaire général Tolum a eu un échange téléphonique avec le président du Conseil européen, Antonio Costa. Le leader du PCV a réitéré la volonté du Vietnam de développer une politique extérieure multilatérale, équitable et mutuellement bénéfique, en particulier avec l'UE, en faveur d'un commerce équilibré et durable. Les deux dirigeants ont convenu d'intensifier la coopération au sein des forums multilatéraux et ont exprimé leur soutien à une résolution pacifique des différends en mer orientale, conformément au droit international, pour préserver la paix, la stabilité et la liberté de navigation dans la région. Lundi 28 avril, le président Le Quang a reçu le secrétaire général et président du Laos, Thongloun Sisoulith, en visite au Vietnam pour assister à la cérémonie d'inauguration du quai numéro 3 du port de Vũng Áng. L'inauguration du quai constitue un événement politique et diplomatique majeur, montrant la détermination des deux pays à favoriser leur développement mutuel. De son côté, Thongloun Sisoulith a insisté sur le fait que ce projet représente un symbole vivant de l'amitié entre le Vietnam et le Laos dans cette nouvelle ère. Il a ajouté qu'il fait partie de la stratégie de transformation du Laos, un pays sans accès à la mer en un pays connecté au monde. Le Premier ministre Ishiba Shigeru a effectué une visite officielle du 27 au 29 avril au Vietnam. Il a été solennellement accueilli par son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et de hauts dirigeants du Vietnam. Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération dans les domaines de la transformation numérique, des semi-conducteurs, de l'énergie nucléaire et de l'intelligence artificielle. Elles ont convenu d'approfondir la coopération économique, notamment en promouvant l'APD, de nouvelles générations pour les projets d'infrastructures stratégiques et en accélérant la création de co-entreprises symboliques. À cette occasion, le Vietnam et le Japon ont publié un communiqué conjoint. Des cérémonies ont été organisées dans les provinces et les villes pour annoncer la décision d'amnistie présidentielle de 2025. Le vice-premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a assisté à la cérémonie d'annonce de l'amnistie à la prison A2, district de Dien Khanh, province de Khánh Hoa. Il a appelé tous les secteurs, organisations sociales et entreprises à accueillir à bras ouverts les personnes raciées et à soutenir leur réinsertion sociale. Cette année, à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification nationale, plus de 8 000 détenus à travers le pays ont bénéficié de l'amnistie présidentielle. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 29 avril la 6e réunion de travail avec les ministères et organismes concernés en vue de préparer les négociations sur les droits de douane avec les États-Unis. Après avoir recueilli les commentaires, le Premier ministre a souligné les mesures proactives pour traiter les questions liées à l'origine des marchandises, aux barrières non tarifaires, à la propriété intellectuelle, aux droits d'auteur et à la simplification des procédures administratives. Il a également appelé à poursuivre les négociations avec sérénité, détermination et flexibilité, tout en garantissant la souveraineté nationale, la sécurité et les engagements internationaux.
Une semaine du film est organisée depuis le 30 avril pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Des projections de films sont aussi prévues d'ici le 20 mai, en l'honneur du 135e anniversaire du président Ho Chi Minh. Le public peut profiter de 13 œuvres dans les genres du documentaire, du long-métrage et de l'animation pour revoir l'histoire héroïque de la nation et découvrir l'identité culturelle du Vietnam. Les sites culturels et historiques sont de plus en plus prisés par des touristes au Vietnam. À Hanoï seulement, pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai, le musée d'histoire militaire du Vietnam a attiré des milliers de visiteurs. Avec plus de 150 000 artefacts, le musée impressionne non seulement les visiteurs du monde entier par son architecture moderne, mais leur permet également de mieux comprendre l'histoire du Vietnam. Devant l'épave d'un bombardier B-52, cette touriste costaricienne a été impressionnée d'apprendre que les Vietnamiens avaient abattu la forteresse volante autrefois considérée comme invincible pendant la guerre. Cette épave de l'avion B-52 symbolise la victoire du peuple vietnamien, contribuant à la grande victoire de la nation. Cela montre également les difficultés que le peuple vietnamien a dû traverser pendant la guerre. Grâce à cela, j'ai ressenti l'esprit de solidarité et le fort patriotisme du peuple vietnamien. Cette épave fait partie des milliers d'objets conservés et exposés au musée d'histoire militaire du Vietnam. Chaque artefact et chaque photo apporte aux amis internationaux des histoires sur l'histoire, le pays et le peuple du Vietnam. Lorsque je suis arrivée dans ce musée, j'ai ressenti la force des Vietnamiennes dans la guerre de résistance. J'ai été impressionnée par la photo d'une petite Vietnamienne escortant un grand soldat américain. Cette image est vraiment inspirante. Cela montre que quelle que soit votre apparence, si vous avez une forte volonté et une forte détermination, vous gagnerez certainement. Je sens clairement que tous les Vietnamiens s'unissent pour lutter pour l'indépendance et la paix du pays. Avant, je ne comprenais pas vraiment cet esprit. Le musée d'histoire militaire du Vietnam abrite actuellement plus de 150 000 artefacts, dont 4 trésors nationaux. Le musée a adopté des technologies modernes telles que des modèles cartographiques 3D et des écrans d'information interactifs. Cela offre une expérience enrageante aux visiteurs lorsqu'ils découvrent ces artefacts. Jeudi soir, le carnaval de Ha Long 2025 a débuté en grande pompe dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh au nord. Ayant pour thème relier les patrimoines, briller avec audace, le carnaval comprend 3 programmes artistiques mettant à l'honneur les patrimoines culturels immatériels des 3 régions du Vietnam, tous reconnus par l'UNESCO. Les performances ont mobilisé plus de 1000 artistes professionnels et amateurs. L'événement confirme l'ambition des responsables provinciaux de faire de Quang Ninh un centre culturel et touristique de dimension internationale. Le centre d'archives en Suède, outre les images en noir et blanc, conserve encore de nombreux films en couleur enregistrés le 30 avril 1975. Beaucoup d'entre eux ont été réalisés par Bo Åhlén. Du point de vue d'un témoin de ce moment historique, Åhlén et de nombreuses organisations indépendantes et cinéastes suédois ont créé le documentaire Le jour de la réunification du Vietnam à Stockholm en 1975. Un aperçu touchant de la solidarité internationale et de l'impact considérable de la victoire du Vietnam. Rencontrons tout de suite le réalisateur suédois Bo Åhlén pour en apprendre davantage sur les histoires derrière ces précieuses images. Diffusés au public pour la première fois, ce sont des films rares en couleur capturant le moment historique de la réunification nationale le 30 avril 1975, pas au Vietnam, mais en Suède. Le documentaire La victoire du Vietnam s'ouvre sur des défilés de drapeaux au cœur de l'Europe
où des milliers de Suédois sont descendus dans la rue pour célébrer la victoire du peuple vietnamien. Le discours émouvant et fier des représentants du gouvernement vietnamien en Suède et la mélodie de l'hymne national vietnamien ont résonné dans un pays étranger. Plus de 30 minutes de séquences enregistrées et montées avec l'équipement les plus avancés de l'époque sont devenues un document historique inestimable, reflétant véritablement l'impact de la grande victoire du printemps 1975. Merci à vous de participer à notre interview. Nous venons de voir un extrait du documentaire Victoire du Vietnam, récemment sorti. Cette année marque le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam. Alors, que pensez-vous de la découverte du film et de son don à l'Institut du film du Vietnam? Le film était une coopération et financé par plusieurs organisations. À l'époque, faire des films était très coûteux. Nous n'avons donc pu en faire qu'une seule copie. Nous avons envoyé cette copie unique au Vietnam via une délégation gouvernementale en visite dans le pays. Les années ont passé, et je pensais que ce film était tombé dans l'oubli. Puis un collègue de la Broadcasting Corporation a effectué des recherches à la Bibliothèque royale de Stockholm et a trouvé un fichier de données sans nom ni autre exécuteur testamentaire mentionné. Il m'a envoyé le fichier, et j'ai pu revoir le film. J'étais si heureux que quelqu'un ait trouvé ce fichier, et maintenant nous pouvons remplir l'objectif de ce film qui était de transmettre la fraternité entre la Suède et le Vietnam. Vous êtes le principal contributeur aux images brutes du film. Quel moment avez-vous retenu? C'était une caméra allemande, de très haute qualité et très chère. Je l'avais empruntée à la télévision suédoise, et je crois qu'elle est aujourd'hui considérée comme obsolète. Elle était très chère et il fallait être très prudent. On avait une vision très claire de l'image enregistrée, comparée aux autres caméras de l'époque, ce qui facilitait vraiment le tournage. Le magnétophone utilisait une bande de 6 mm et il fallait synchroniser chaque prise avec un battement de main. Il fallait se tenir à proximité, et avec autant de monde autour, il fallait faire attention à ce que personne ne trébuche sur le fil qui nous séparait de l'enregistreur. Nous avons travaillé toute la journée et avons réussi à obtenir beaucoup de matériel fantastique, et le montage était vraiment facile. Le mouvement FNL pour le peuple vietnamien s'est formé et s'est fortement développé dans les années 65 et 75 en Suède. Une série de manifestations et des marches contre la guerre et de collecte de fonds pour soutenir le peuple vietnamien ont eu lieu. De nombreux intellectuels et artistes suédois célèbres ont été à l'avant-garde de cette vague, comme l'écrivain Sara Lidman, qui a visité le Vietnam pendant la guerre et a écrit des livres émouvants sur l'esprit indomptable du peuple vietnamien, ou le défunt Premier ministre Olof Palme, marchant aux côtés de l'ambassadeur du Vietnam, dans les rangs des manifestants. Ce film confirme une fois de plus l'affection sincère que le peuple suédois porte au Vietnam, ainsi que la force de la solidarité internationale pour la paix. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous et d'autres organisations et cinéastes suédois, à produire ce film? Le plus grand mouvement populaire en Suède à l'époque était le mouvement vietnamien, nous l'appelions le mouvement FNL. Des dizaines de milliers de jeunes, mais aussi de personnes âgées, étaient engagés dans la lutte du Vietnam contre les États-Unis. J'en faisais partie, bien sûr. L'objectif était de créer un film qui pourrait être envoyé au Vietnam pour montrer la joie de dizaines de milliers de Suédois ce jour-là. Je trouve que le film reflétait assez bien les relations entre la Suède et le Vietnam. C'est pourquoi nous avons ensuite envoyé le fichier numérique à notre ambassade à Hanoï, afin de le rendre accessible au public vietnamien. Quel message espérez-vous que le public d'aujourd'hui retiendra en regardant ce film? J'espère que le film trouvera son public au Vietnam. Nous disposons désormais de plusieurs plateformes en ligne et dans les studios de cinéma pour le présenter, et j'espère qu'il encouragera les Vietnamiens. Ce film montre que vous n'étiez pas seul à cette époque et qu'un petit pays comme la Suède, à l'autre bout du monde, a fortement soutenu leur combat. C'est un document historique, un témoignage que même dans les moments les plus sombres, sous les bombes, le Vietnam avait des amis et des soutiens.
Je suis convaincu que des films comme celui-ci contribuent à mieux faire comprendre au public des événements majeurs comme la guerre du Vietnam et rappellent que la solidarité peut transcender les frontières. Encore une fois, je vous remercie d'avoir partagé avec nous des histoires aussi significatives. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.